Le signal que personne n'a vu venir. Biya retire la clé du palais. Introduction. Une décision vient d'être prise à Yaoundé, en silence, sans communiqué, sans décret officiel. Et pourtant, elle pourrait bouleverser tous les équilibres du pouvoir camerounais. On parle ici de la sécurité personnelle du président Paul Biya. On parle de celui qui, depuis 14 ans, contrôlait cet accès le plus sensible de la République. Et selon plusieurs sources concordantes, cet homme viendrait d'en perdre le contrôle. Mais attention, ce n'est pas une histoire de garde du corps. C'est beaucoup plus grave que ça. Restez avec nous, parce que ce que nous allons décortiquer aujourd'hui pourrait être le signal le plus révélateur de toute la fin de règne. Partie 1. Contexte et faits. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue actuellement à Yaoundé, il faut revenir un peu en arrière. En avril 2026, le Cameroun a connu une révision constitutionnelle majeure, la création d'un poste de vice-président. Officiellement, l'objectif était de stabiliser la République et de préparer une succession sereine. Mais derrière cet objectif affiché, plusieurs analystes évoquent un piège institutionnel redoutable. Un poste que personne ne peut occuper sans déclencher une guerre de tous contre tous au sein du système. Et au cœur de cette réforme, un nom revient sans cesse. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République. Un homme qui, depuis plus d'une décennie, aurait accumulé une puissance considérable au sommet de l'État. Mais ce n'est pas tout. Car au-delà des textes et des décrets, il existe un signal que les chancelleries du monde entier savent lire avant tous les autres. Un signal qui en dit plus sur l'état réel du pouvoir que n'importe quel discours officiel. Ce signal, c'est la sécurité du chef de l'État lui-même. Dans un régime hyper-présidentialisé comme celui du Cameroun, la sécurité présidentielle n'est jamais une simple question logistique. C'est une question de pouvoir, dans sa forme la plus brute, la plus directe. Celui qui contrôle la sécurité du président ne contrôle pas seulement un périmètre physique autour d'un bâtiment. Il contrôle l'accès même au chef de l'État. Qui entre? Qui sort? Qui peut approcher? Qui peut parler? Qui peut transmettre une information? Et qui en est exclu? Ce dispositif couvrirait l'ensemble du fonctionnement présidentiel. Le chiffrement des communications sensibles, la protection des documents confidentiels, la surveillance des menaces internes, le filtrage de l'entourage immédiat, la sécurisation du palais de l'unité, des audiences officielles, des cérémonies publiques, des déplacements nationaux comme internationaux. Et accessoirement, mais ce n'est pas un détail, la production même du renseignement sur les cercles les plus proches du président. Autrement dit, celui qui tient cette fonction ne protège pas seulement un homme. Il tient les clés de son existence politique. Mais voici la question qui devrait tous nous interpeller. Que se passe-t-il quand cette clé change de main? Partie 2. Le conflit. C'est précisément ce qui semble s'être produit. Selon des informations relayées notamment par Jeune Afrique et corroborées par plusieurs sources proches de la présidence, le dispositif sécuritaire de Paul Biya, historiquement assuré en partie par des contractants israéliens opérant sous l'autorité du secrétariat général de la présidence, serait en cours de transfert vers des opérateurs américains. Et attention, on ne parle pas ici d'un simple ajustement pour un déplacement médical à Genève. On parlerait d'un basculement structurel, touchant l'ensemble du périmètre sécuritaire présidentiel. Si cette information venait à se confirmer pleinement, elle ferait basculer un équilibre de pouvoir vieux de plus d'une décennie. Car dans la grammaire non écrite des régimes présidentialisés africains, retirer à un collaborateur le contrôle de la sécurité du chef de l'État n'est jamais un acte neutre. Ce n'est jamais une décision purement technique. C'est, presque systématiquement, une décision politique. Et elle signifierait une chose, une perte de confiance au plus haut niveau. Mais pourquoi maintenant? Et pourquoi lui? Plusieurs pistes méritent d'être posées, toujours avec la prudence qui s'impose sur un sujet aussi sensible. Première piste évoquée par certains observateurs, la réforme constitutionnelle elle-même. Ngo aurait été l'un des principaux architectes de la révision d'avril 2026 instaurant le poste de vice-président. L'argument présenté au président aurait été habile, moderniser les institutions, sécuriser la transition. Mais selon plusieurs analyses, Paul Biya aurait progressivement perçu cette réforme sous un autre angle. Celui d'un mécanisme susceptible de fabriquer un dauphin institutionnel capable, à terme, de se passer de lui. Une manœuvre que le chef de l'État n'aurait, semble-t-il, pas appréciée. Deuxième piste, l'accumulation. Depuis 14 ans, le SGPR cumulerait le contrôle des décrets présidentiels, des communications sensibles, des circuits de nomination, des réseaux sécuritaires, du renseignement intérieur et des arbitrages administratifs au sommet de l'État. Dans un système conçu pour n'avoir qu'un seul centre de gravité, c'est, selon plusieurs experts du pouvoir camerounais, beaucoup. Peut-être même trop. Et l'histoire récente du Cameroun regorge de précédents. Marafa Hamidou Yahya, Ephraïm Inoni,
Jean-Marie Atangana Mebara, Rémi Zemeka. Des hommes qui, à un moment ou un autre, ont occupé des positions de pouvoir considérables avant d'être neutralisés, chacun par un mécanisme différent. Doit-on y voir une simple coïncidence? Ou la répétition d'une méthode éprouvée? La question reste ouverte. Mais ce qui est certain, c'est que ce schéma interroge. Troisième piste, plus trouble encore, l'affaire dite du « faux décret » du 12 juin, qui aurait été envoyé directement à la CRTV en contournant le SGPR. Un épisode qui, selon certaines analyses, aurait révélé l'existence de fractures internes au sein même du premier cercle du pouvoir. Si ces éléments venaient à être confirmés, ils suggéreraient que l'entourage présidentiel serait traversé par des rivalités de sous-clans dont les contours échapperaient même au chef de l'État. Et c'est là que tout devient encore plus vertigineux. Car dans ce contexte d'incertitude interne, maintenir un homme jugé à risque à la tête de l'ensemble du dispositif sécuritaire le plus sensible du pays, communication, renseignement, accès physique, pourrait représenter, pour certains stratèges du palais, un danger jugé trop important. Partie 3. Révélation et décryptage. Maintenant, accrochez-vous, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Ce basculement sécuritaire ne serait pas un événement isolé. Il s'inscrirait dans tout un faisceau de signaux qui, mis bout à bout, dessinerait une trajectoire bien plus claire qu'il n'y paraît. Premier signal, le blocage persistant de la nomination du vice-président. Ngo Ngo aurait été l'un des principaux promoteurs de ce poste, et l'un de ses candidats naturels. Or, malgré la pression de plusieurs clans et l'urgence institutionnelle, Paul Biya refuserait obstinément de procéder à cette nomination. Faut-il y voir un simple retard administratif? Ou une sanction silencieuse contre celui qui aurait conçu un mécanisme dont il devait pourtant être le premier bénéficiaire? La question mérite d'être posée. Deuxième signal, le ralentissement de plusieurs décrets préparés par le SGPR depuis 2023. Plusieurs textes auraient été retardés, réécrits, voire abandonnés. Et dans l'univers feutré de la haute administration, une chose est presque toujours vraie. On ne bloque pas méthodiquement les textes d'un collaborateur en qui l'on a une confiance pleine et entière. Troisième signal, institutionnel cette fois. Lors de l'affaire du faux décret, le directeur de la CRTV aurait contacté directement le directeur du cabinet civil, et non Ngo Ngo, pourtant hiérarchiquement plus proche dans l'organigramme officiel. Un choix qui, selon plusieurs observateurs, en dirait long sur la manière dont les loyautés internes de l'appareil d'État seraient déjà en train de se réorganiser autour d'autres pôles d'influence. Quatrième signal, plus géopolitique. Les opérateurs étrangers qui prendraient progressivement en charge la sécurité présidentielle entretiendraient, selon certaines analyses, des relations plus étroites avec d'autres cercles d'influence proches de la présidence qu'avec le clan historiquement associé à Ngo Ngo. Si ce basculement sécuritaire se confirmait pleinement, il pourrait alors se lire comme un signal politique simultané. Un message adressé à l'ensemble des acteurs du système sur l'orientation que pourrait prendre la transition à venir. Mais voici la partie la plus fascinante de toute cette affaire. Officiellement, rien n'a changé. Ngo Ngo resterait, à l'heure où nous tournons cette vidéo, secrétaire général de la présidence de la République. Aucun décret de révocation. Aucune annonce. Il serait toujours en poste, toujours à son bureau, toujours visible lors des événements officiels. Et c'est précisément là que réside la sophistication redoutable de la méthode. Car dans les régimes africains les plus verrouillés, il existe une forme de marginalisation bien plus efficace que le limogeage spectaculaire. On ne retire pas le titre. On vide la fonction. On laisse l'homme à son bureau, mais on lui retire, un par un, les leviers qui faisaient de lui un homme puissant. On évite ainsi le scandale d'une révocation publique. On préserve l'apparence de stabilité du système. Et on laisse le temps achever ce que le décret n'a pas osé faire. Pour les autres acteurs du système, le message, lui, serait reçu 5 sur 5. Car lorsqu'un homme perd le contrôle de la sécurité globale du chef de l'État, ceux qui lui étaient loyaux par calcul commencent généralement à réviser leurs allégeances. Les réseaux d'influence qu'il tenait grâce à sa position personnelle s'ouvriraient alors à d'autres prétendants. Et les clans rivaux pourraient désormais avancer à découvert. Mais ce que ce signal révélerait, au fond, va bien au-delà du simple destin d'un homme. Partie 4. Analyse satirique approfondie. Et c'est là, chers téléspectateurs de Kamé News, qu'il faut sortir le décodeur camerounais. Parce qu'au pays, on a un sens de la mise en scène politique qu'aucune école de théâtre au monde ne pourrait enseigner. Au Cameroun, on ne limoge pas un homme. On le remercie tout en le gardant. C'est une figure de style purement national. On retire à quelqu'un toutes ses fonctions réelles, mais on lui laisse son bureau climatisé, sa plaque sur la porte et son fauteuil dans les cérémonies officielles. C'est ce qu'on pourrait appeler, avec un brin d'ironie, la politique du « carton plein mais vide ». La boîte est toujours là, le couvercle aussi, mais quand on l'ouvre, il n'y a plus rien dedans.
Et pendant que certains collaborateurs perdraient ainsi, silencieusement, les clés du palais, eux continueraient probablement à recevoir leurs délégations, à signer des correspondances de routine et à apparaître bien droit sur les photos officielles. Comme ces vieux trophées qu'on continue d'exposer dans le salon, même quand on a oublié pourquoi on les a gagnés. On pourrait comparer cela à un capitaine de navire qui resterait debout sur le pont, en uniforme impeccable, saluant fièrement l'équipage. Pendant que, en coulisses, quelqu'un d'autre aurait déjà pris le gouvernail, changé le cap et reprogrammé le système de navigation. Le capitaine salue. Le navire avance. Mais ce n'est plus lui qui décide où. Et puis il y a cette question qui devrait, en toute logique, donner des sueurs froides à n'importe quel régime. Que dit-on d'un système où un président doit confier sa propre sécurité à des partenaires étrangers, pour se protéger, potentiellement, de son propre entourage? Si l'on devait résumer cela en une phrase qui frappe, quand on a peur des clés de sa propre maison, ce n'est plus un problème de serrure. C'est un problème de maison.